Vouloir faire toute la lumière sur la lumière, c'est ce qui a préoccupé un grand nombre de scientifiques tout au long de notre histoire. Amis écouteurs, je vous propose dans Timelapse ce mois-ci de nous interroger sur la nature même de la lumière. Substance matérielle ou immatérielle, la lumière sculpte, crée notre espace et nous apporte de nombreuses informations sur lui. La lumière serait-elle donc un messager des cieux, révélant les parts d'ombre et de clarté de notre univers? Platon, déjà en -400 avant Jésus-Christ, s'intéressait déjà à elle et au mécanisme de la vision. Un des sens essentiels pour appréhender le monde, même si notre XXe siècle a depuis bien relativisé notre perception de celui-ci. L'astrophysique et la cosmologie se fondent aujourd'hui beaucoup plus sur ce qui est invisible que sur ce qui reste visible. Voir, percevoir le monde et la réalité. Jetons juste un coup d'œil sur ces anciennes conceptions de la vision. Durant des millénaires, on a pensé que l'œil projetait un rayon de lumière afin d'éclairer les objets que l'on regarde. Les anciens avaient remarqué que certains animaux, la nuit, avaient un regard si perçant et éclatant qu'on imaginait sans difficulté que ses yeux émettaient leur propre lumière. Cette hypothèse a un nom. Il s'agit de la théorie de l'extramission. On la retrouve dans l'expression, par exemple, « porter son regard sur quelque chose ». Pythagore lui-même adhérera à cette explication du mécanisme de la vision. Comme très souvent, au temps des Grecs, d'autres hypothèses sont avancées et débattues. La théorie inverse, l'intromission, quant à elle, propose plutôt que la vision est due aux rayons émis par les objets eux-mêmes. Entre l'intromission défendue par Démocrite, Épicure ou encore Lucrèce, et l'extramission d'Aristote, de Platon et même d'Euclide, des théories alternatives voient le jour. On imagine même une hybridation entre les deux théories, où le regard ne perçoit l'objet que lorsque le rayon émis par l'œil rencontre le rayon provenant de l'objet lui-même. Il s'écoulera beaucoup de temps avant que l'on comprenne enfin biologiquement et physiquement le mécanisme de la vision. Aujourd'hui, nous savons que voir suppose 3 acteurs qui jouent chacun un rôle essentiel. Un objet à regarder, un récepteur, un œil, une caméra, une pellicule photographique, et ce que les anciens ont souvent omis, une source de lumière afin que l'objet réfléchisse celle-ci en direction du récepteur. L'explication se trouve donc finalement dans l'association de ces 3 éléments. En oublier un seul rend toute observation et interprétation impossible. Qui plus est, cette explication nous amène à relativiser notre perception du monde puisque celle-ci dépend alors des propriétés du récepteur. Nous n'avons pas tous les mêmes yeux, le nombre et la sensibilité de nos cônes, les fameuses cellules qui permettent de percevoir les couleurs, ne sont pas en nombre identique, ni d'individu à individu, ni entre chaque œil pour une même personne. La source lumineuse joue elle aussi un rôle essentiel. Une rose rouge éclairée en lumière blanche paraîtra noire si elle est illuminée par une lumière bleue. Vous pouvez tenter l'expérience. De même, un citron peut être jaune, vert ou bleu. Tout dépend de la lumière qui l'éclaire. Comme le disait si bien Paul Éluard, la terre est bleue comme une orange. Ainsi, ce triptyque objet, source, récepteur propose une interprétation au mécanisme de la vision et de la couleur, mais il faudra attendre le début du XXe siècle pour en arriver là. Si l'an 1000 représente une période compliquée et une forte instabilité dans l'histoire de France, les invasions barbares, les épidémies, l'obscurantisme au début du Moyen-Âge, au pays des 1001 nuits, dans le monde des califes et des sultans, une civilisation rayonne et resplendit, accumulant toute la connaissance du bassin méditerranéen depuis l'époque des Grecs. De grands penseurs arabes comme Al-Kindi, Avicenne ou encore Alhazen vont permettre à de nouvelles théories scientifiques, voire même à la science, de s'épanouir. Al-Kindi, vers 850, organise la connaissance et tente de synthétiser l'ensemble des savoirs de son temps. L'histoire retiendra son apport essentiel en cryptographie par la mise en place de l'analyse des fréquences des lettres dans un texte. Une technique très en avance sur son temps, de quasi un millénaire.
Pour honorer ses travaux, il existe aujourd'hui une compétition de cryptographie nommée le concours Al-Kindi qui s'adresse aux classes de 4e, 3e et seconde. Avicenne, quant à lui, est connu pour être l'un des plus grands médecins de son époque. Appelé le prince des savants, il synthétise là encore l'ensemble des connaissances relatives à la médecine et influence la pratique et l'enseignement de la médecine occidentale. Un magnifique film, L'Oracle, sorti en 2013, vous plonge dans cette époque et vous propose de rencontrer Avicenne, le médecin de la non moins célèbre cité d'Ispahan. Enfin, Alazen est connu pour être l'un des tout premiers penseurs à introduire la méthode scientifique expérimentale. Par ses travaux sur l'optique géométrique et l'astronomie, et ses capacités à remettre en cause toute la connaissance, il sera un guide pour de nombreux scientifiques à venir. Bacon, Kepler pour ne citer qu'eux. Son traité d'optique, écrit il y a tout juste 1000 ans, est considéré comme l'un des ouvrages scientifiques les plus importants avec les Principia Mathematica de Newton. Alazen est considéré comme le pionnier de la méthode scientifique expérimentale et le père de l'optique. Son travail sera à l'origine de nombreuses avancées comme le développement des appareils d'observation, le microscope, le télescope, la chambre noire. Son ouvrage est une telle richesse qu'un épisode entier de time-lapse n'y suffirait pas. Je vous invite ainsi à explorer par vous-même ce personnage incroyable, Alazen. Mais revenons maintenant à notre thème principal, la lumière, et faisons un bond dans le temps. Newton, le grand Newton, au XVIIe siècle, découvre que la lumière provenant du Soleil peut se décomposer au travers d'un prisme en une multitude de couleurs, un arc-en-ciel allant du violet au rouge. Cette découverte, comme un grand nombre d'entre elles, augmente le cercle de nos connaissances et agrandit par là même notre horizon des questions sans réponse. Pour expliquer la déviation plus forte du violet par rapport au rouge, Newton élaborera une théorie appelée la mécanique des couleurs. Cette théorie, contrairement à celle sur la gravitation, ne sera pas auréolée de succès et tombera rapidement dans l'oubli. Quelques années plus tard, un pas fondamental est réalisé par Herschel, qui découvre que le spectre des couleurs mis en lumière par Newton n'est que le dessus d'un iceberg. Au-delà du rouge se trouvent des rayonnements capables de transporter de l'énergie, bien que nous ne puissions les voir. Il les nommera infrarouges. De même, au-delà du violet, le physicien allemand Ritter découvrira les ultraviolets en 1801, responsables de nos douloureux coups de soleil estivaux. Ainsi, la lumière revêt un nouveau caractère en s'appropriant tout un monde invisible. L'astronomie va se transformer et chercher à voir notre monde dans le visible, mais aussi dans tous les rayonnements invisibles possibles. Ultraviolet, gamma, rayons X, rayonnement radio. Mais parler de rayonnement et de longueur d'onde pour la lumière suppose de la considérer comme une onde et non plus comme un rayon lumineux constitué de particules. Pourtant, de nombreuses expériences comme l'effet photoélectrique découvert par Albert Einstein en 1905 mettent en avant une explication corpusculaire de la lumière. Celle-ci est composée de particules appelées photons qui transportent de l'énergie. D'autres expériences, comme la célèbre expérience des Font-Young, mettent en avant au contraire le caractère ondulatoire de la lumière. En faisant interférer deux faisceaux de lumière, on peut obtenir un motif de diffraction, caractéristique essentielle prouvant que la lumière se comporte alors comme une onde. La révolution quantique au début du XXe siècle viendra semer un doute encore plus fondamental. En 1924, De Broglie prouve que la lumière peut se comporter soit comme une onde, soit comme une particule, selon les conditions de l'expérience. C'est ce que l'on appelle la dualité onde-corpuscule. Mais au-delà de la lumière, ce sont toutes les particules et donc la matière elle-même qui revêt cette dualité. Schrödinger établit ainsi la célèbre équation d'onde pour une particule, pilier de la mécanique quantique. Le XXe siècle a fourni de nombreuses avancées théoriques
qui ont modifié fondamentalement notre représentation du monde. La théorie du Big Bang nous permet de raconter l'histoire de notre univers, un univers qui se refroidit lentement au cours du temps. Du mur de Planck hautement énergétique à la fin de notre univers, la théorie du Big Bang est à même de nous apporter des éléments de réponse. Mais cette théorie reste aujourd'hui encore incomplète. Observer l'univers jusqu'à la nuit des temps, deviner son futur reste complexe et plusieurs modèles sont possibles. Du Big Rip, la grande déchirure de notre espace-temps, de la désintégration du proton dans des milliards d'années, ou du Big Crunch, l'effondrement ultime de notre univers sur lui-même, voici 3 modèles qui ne dépendent que d'une information capitale dont nous ne disposons pas encore aujourd'hui, l'énergie noire de notre univers. De sa mort à sa naissance, de l'autre côté de la ligne du temps, les hautes énergies mises en jeu lors de la création de notre univers, réduisant toute matière à sa plus simple entité, sont incompatibles avec la théorie macroscopique de la relativité générale et les scientifiques doivent se tourner du côté des théories microscopiques de la physique quantique. Ainsi, observer la naissance de notre univers nous oblige non plus à utiliser un télescope pour englober l'univers dans son ensemble, mais à se concentrer au contraire sur les hautes énergies des collisions des particules microscopiques. Découvrir l'immensité de notre univers et de son histoire dans un simple grain de sable. Tel est le défi de nos physiciens des particules actuelles. De nombreuses théories sont à l'étude aujourd'hui. Théorie quantique de la gravitation, multivers, théorie des supercordes, et comme toute théorie scientifique, chacune d'entre elles doivent être testées, éprouvées expérimentalement avant d'être validées collectivement par la communauté scientifique. Notre monde centré sur l'économie libérale voit avant tout dans la science des avancées technologiques à même d'améliorer notre société de consommation et de loisirs. L'ordinateur, Internet, le téléphone portable, le GPS, le four à micro-ondes, l'intelligence artificielle. Notre monde actuel est aujourd'hui intrinsèquement lié à ces nombreuses avancées scientifiques. Mais alors, que nous réserve l'avenir de nos modèles scientifiques actuels ? Sur le plan médical, une révolution est en marche. Les réseaux de neurones sont en passe de supplanter le médecin en termes de détection, de diagnostic et de techniques opératoires. Sur le plan cosmologique, rien n'est moins sûr car les avancées technologiques résultantes ne sont pas pour aujourd'hui. Nous sommes encore bien loin de pouvoir exploiter la théorie d'Hawking sur les trous noirs et les trous de verre, si ce n'est une exploitation commerciale de films comme Interstellar abordant le sujet. De nombreuses découvertes majeures sont à venir. Certaines auront des applications concrètes immédiates sur notre monde. D'autres découvertes nous permettront quant à elles simplement de modifier notre regard sur celui-ci et de nous questionner à nouveau. La connaissance est une perpétuelle remise en cause de notre monde, un Sisyphe poursuivant toujours le même objectif, pierre après pierre. Pour reprendre une phrase de Gaston Bachelard, publiée dans son célèbre ouvrage « La formation de l'esprit scientifique » en 1938, la connaissance du réel est une lumière qui projette toujours quelque part des ombres. La lumière a toujours été un symbole important, représentant tantôt la connaissance, le savoir combattant les ténèbres, l'obscurité et l'ignorance et l'obscurantisme, tantôt synonyme de survie et de progrès pour l'humanité. Ce feu nourricier, source de chaleur et de moyens de défense, nous a permis de résister aux nombreux aléas de la nature. À l'instar des plantes, se nourrissant de la lumière par photosynthèse, l'homme s'est nourri de cette même lumière, biologiquement et intellectuellement. Étudier la lumière, c'est un peu un retour à la source. C'est surtout un moyen de nous interroger sur ce monde pavé de cases blanches et de cases noires. Nous jouons en avançant nos pions, à coups de théories et d'explications scientifiques, sur ce grand échiquier de la nature, en espérant que nous ne soyons pas mis échec et mat par elle avant la fin de la partie.
Amis écouteurs, je vous dis au mois prochain.